il y a des réseaux géobiologiques qui sont des murs ou des cloisons électromagnétiques, donc invisibles, et qui proviennent du manteau de la Terre et qui fusent jusque dans la très très haute atmosphère. Et donc là, il faut s'intéresser à l'effet dynamo qui caractérise le centre du globe terrestre. On a parlé tout à l'heure de la graine, qui est le noyau solide, qui est constitué de fer et de nickel, qui est à 5500 degrés de température et qui, malgré ces hautes températures, est solide en raison de la pression. Le rayon de cette graine est de 1120 km et il est enveloppé par un noyau externe qui a à peu près la même composition en fer et en nickel, mais qui, à la différence de la graine, est liquide celui-là, parce que justement la pression diminue. En même temps que la température baisse un peu, et comme la Terre tourne et que le noyau externe tourne moins vite que la graine, eh bien il y a une friction entre ce noyau externe et la graine. C'est ce qu'on appelle l'effet dynamo. Cette friction entraîne une abrasion d'électrons et crée ce que l'on appelle le champ électrique terrestre. Et ce champ électrique terrestre va générer des réseaux géobiologiques de nature électrique. Et ce champ électrique terrestre va générer à son tour le champ magnétique terrestre qui constitue une protection majeure contre les corpuscules, les petits corps en provenance du Soleil, à savoir les protons, les neutrons, les électrons, qui, Dieu merci, sont bloqués par le bouclier magnétique terrestre, ce qu'on appelle les deux ceintures de Van Allen. Donc voilà que le champ magnétique terrestre nous sauve la vie finalement, puisqu'il empêche que ces petits corps fracturent nos chromosomes dans le noyau de nos cellules. Ce qu'il faut bien comprendre maintenant, c'est qu'à l'intérieur du champ électrique terrestre et à l'intérieur du champ magnétique terrestre, l'atmosphère, on va dire, et même au-delà de l'atmosphère, est structurée par des mailles, des filets, qui ressemblent un petit peu à des méridiens et des parallèles, mais beaucoup plus rapprochés et pas forcément réguliers. Ils peuvent être déformés localement. Au niveau de ces champs électriques, on parle du réseau Hartmann, on parle aussi du grand réseau diagonal. Et ces réseaux étant de nature électrique, ils provoquent des désordres dans nos biochamps, c'est-à-dire notre corps énergie, et notamment dans la composante électrique de nos biochamps, mais il entraîne aussi des crampes, puisque vous savez que la contraction musculaire est consécutive à un apport d'énergie, à un apport d'électricité. Voilà, le cœur, par exemple, bat en raison d'impulsions électriques. Par exemple, si quelqu'un a un problème cardiaque, on va arriver avec des électrodes pour relancer le cœur. Simplement, il y a des croisements du réseau électrique qui provoquent, lorsqu'on reste exposé durablement, pendant le tiers de sa vie dans son lit par exemple, qui vont provoquer des crampes, des fibromyalgies. On a parlé des réseaux de nature électrique comme le réseau Hartmann et le grand réseau diagonal, qui s'ajoutent d'ailleurs aux différences de potentiel électrique que l'on retrouve à la verticale des rives de cours d'eau en raison de la friction de l'eau contre les parois en sous-sol. Tout ça sont des agressions électriques du corps humain. Quant au champ magnétique terrestre, il est lui-même structuré par des réseaux de nature magnétique et on parlera surtout du réseau Curie, qui est un réseau diagonal et qui va s'opposer à la libre circulation du fer dans le corps. Alors, où y a-t-il du fer dans le corps? Il y a déjà des particules de fer dans l'hémoglobine, dans les globules rouges, et c'est encore heureux parce que c'est parce qu'il y a du fer dans l'hémoglobine que l'oxygène va traverser les alvéoles pulmonaires pour aller se fixer sur ces particules de fer, parce qu'en oxydant le fer,
l'oxygène va pouvoir récupérer des électrons. Donc, si lorsque l'hémoglobine, chargée d'oxygène, mais donc de particules de fer, traverse un mur Curie qui est magnétique, eh bien, les globules rouges, eux, seront ralentis en traversant les murs Curie, ce qui va occasionner, là encore, des crampes, des douleurs, des dysfonctionnements métaboliques, c'est-à-dire des problèmes de transformation, et à terme, des dysfonctionnements organiques, parce qu'un organe privé d'oxygène durablement, ou du moins qui n'a pas sa ration d'oxygène, va dépérir dans le temps. Pour vous donner un exemple extrême, un cerveau privé d'oxygène meurt en 3 minutes. Bon, là il ne s'agit pas d'anoxie, il s'agit d'hypoxie, c'est-à-dire moins d'oxygène, mais ça se traduit par un vieillissement accéléré de certains organes. On pourrait également ajouter, et c'est consécutif aux découvertes d'un dénommé Kirschvank qui travaillait au Californian Institute of Technology et qui a publié en 1992 que, à la suite d'examens au microscope électronique, donc avec un très très fort grossissement, il avait réussi à dénombrer 5 millions de microcristaux de magnétite par gramme de cerveau. Donc nous avons des particules métalliques en plus forte concentration au niveau de la plage intersourcilière et au niveau des lobes temporaux. Des réseaux magnétiques comme le réseau Curie, qui agit non seulement sur le fer contenu dans les globules rouges et qui véhicule l'oxygène, mais qui peut agir aussi au niveau du cerveau, puisque le cerveau lui aussi contient des particules de fer. Ça présuppose bien entendu que ces murs magnétiques passent dans ce cas au-dessus de la tête, au niveau de la tête, ou à travers la tête. Donc voilà pour ce qui est de l'impact des réseaux et des radiations qui émanent du sous-sol. Je le répète, ces agressions-là sont plus dangereuses à terme pour la santé que l'électrosmog, qui a surtout une action superficielle, qui est peu pénétrante dans le corps et dont s'en parlent les médias. Et je dis, ces pollutions électromagnétiques sont vraies, certes, il n'y a pas de discussion possible là-dessus. Les électro-hypersensibles sont là pour nous le rappeler, mais l'impact de cette pollution électromagnétique d'origine artificielle est moindre que les ondes et les champs qui émanent du sous-sol. J'en ai acquis la certitude à travers 30 ans d'expertise géologique, notamment chez des gens malades en lien avec le corps médical. Certains scientifiques rétorqueront que les agressions dont je viens de parler et qui émanent du sous-sol ont une intensité faible. C'est exact. L'intensité est relativement faible. Il faut des gens quand même assez sensibles, et il en existe, pour ressentir immédiatement que leur siège est mal placé ou que leur lit est mal placé. Mais une agression, c'est toujours le produit d'une intensité par une durée. Or, la durée d'exposition quand on est dans son lit, c'est le tiers de sa vie. C'est 8 heures par nuit, tous les jours, pendant des semaines, des mois, des années, quand vous êtes propriétaire. Et ce qui fait la dangerosité de ce qui émane du sous-sol, c'est précisément la répétition et la durée d'exposition. Alors tout ce dont je viens de vous parler est expliqué dans ce livre, Votre santé en lieu sûr grâce à la géobiologie. À une prochaine vidéo pour plus d'informations sur les expertises géologiques que réalise le réseau Géobios, constitué de géobiologues experts et qui ont été formés par l'École française de géobiologie.